Je voudrais tout de suite dire que nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui Peter Trauny avec nous. Sa présence, évidemment, s'imposait absolument dans ce colloque. Bien sûr, parce qu'il est l'éditeur des 10 cahiers noirs, qu'il est l'auteur en plus de 2 ouvrages, en particulier de Heidegger et l'antisémitisme, et de l'autre, La liberté d'errer avec Heidegger. Ce sont des traductions françaises, des textes parus en français. Il est auteur aussi, et on attend aussi de lui, un ouvrage à paraître très bientôt, Technique, capital, médium, l'universel et la liberté, qui devrait paraître en 2015. Alors la présence, 2 mots simplement, de Peter Trauny est très importante, parce que non seulement il a édité les Cahiers noirs, mais il a écrit ces 2 textes, dans lesquels, je dois dire, il souligne de manière particulièrement frappante et qui, moi, quasiment traumatisé, je crois ne pas être le seul, les textes antisémites de Heidegger. Ah non, mais comment, je vous en remercie. Simplement, il y a aussi un problème, on le posera certainement dans la discussion, on ne peut pas le faire maintenant, de la manière dont, malgré ces textes accablants, absolument accablants, je n'ai moi presque jamais trouvé la même chose chez Schmitt, que j'ai beaucoup travaillé, j'en parlerai dimanche aussi. Mais accablant, Peter Trauny trouve le moyen de nous faire penser que Heidegger était peut-être, avait pris ses distances du nazisme et sa pensée doit être déterminée comme ayant pris des écarts par rapport à elle. Nous allons donc lui donner la parole immédiatement. Nous discuterons ensuite, j'espère que nous aurons le temps, de discuter d'un certain nombre des points, j'ai là des citations, de son analyse de Heidegger, qui par ailleurs est extrêmement intéressante. Chers collègues, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans un cahier noir écrit après la Seconde Guerre mondiale, que Heidegger appelle la guerre planétaire, on trouve la mention suivante. Concernant la lettre sur l'humanisme, l'erreur est sans doute que le manuscrit ait été livré à la publicité à Paris et que là-bas, on en ait parlé à tort et à travers pour en faire une opinion inoffensive que moi-même, je me sois ainsi laissé forcer à l'imprimer et à le donner en pâture à la publicité. Paris apparaît ici comme la ville d'une publicité ou d'une publicité mondiale que Heidegger associe aux pays vainqueurs de la guerre, les États-Unis, la France et même l'Union soviétique. Ces grandes puissances, il les voit comme les représentants d'une technique universelle qui a poussé l'Allemagne, ce pays des poètes et des penseurs, vers son auto-annihilation. La publicité, en ce qu'elle participe de la technique universelle, est pour lui le synonyme par excellence de cette hilflose Meinen, cette opinion sans défense, désemparée ou inoffensive. Ainsi, Paris, par son statut de capitale de cette publicité, le contraint lui-même de nouveau à publier. Ici, j'ai déjà posé certains jalons de la topographie universelle de notre monde. Paris comme lieu des intellectuels publics de Charlie Hebdo, la France comme lieu de la Grande Révolution, l'Europe comme symbole universel des Lumières et de l'émancipation. Cette topographie sera précisément le sujet de ce qui va suivre, car les carnets noirs de Heidegger semblent témoigner de la jeunesse de cette topographie universelle qui prend plutôt la forme d'une difficile confrontation, pour ne pas dire d'un combat. En effet, on connaît la topographie de la pensée de Heidegger, une topographie narrative qui parcourt l'un après l'autre les lieux de la philosophie et de la poésie. La Grèce, l'Allemagne et le fleuve qui les relie, l'Ister, autre nom du Danube. Mais la topographie de Heidegger est plus différenciée que cela. Ainsi évoque-t-il ce qui différencie son pays natal de la vallée supérieure du Danube
et les Alamans criards. Il mentionne encore pour bien le distinguer de l'Europe, l'Occident, Abendland, avec un trait d'union. Dans les carnets noirs, cette topographie se voit étendue à bien d'autres lieux, peut-être devrais-je dire d'autres nations, puissances ou empires. D'abord la Russie, le pays qui se tient du côté des Allemands, ce qui le distingue de l'Union soviétique, c'est-à-dire du bolchevisme, comme l'Allemagne doit elle-même être distinguée du national-socialisme, bien sûr. Ensuite, il y a l'Amérique, héritière de l'Angleterre, une puissance désignée sans détour comme soumise à l'histoire de l'être. La France apparaît elle aussi aux côtés de l'Angleterre et donc sous les traits de l'adversaire dans les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Même l'Asie est citée avec das Asiatische, terme neutre à côté de celui qui désigne le monde chinois, Chinesentum, un terme péjoratif courant à l'époque qui ne voit dans la Chine que le pays de l'exploitation de masse. Sous sa plume apparaissent aussi les termes qui nous intéressent ici. Judentum, Judenschaft, Weltjudentum, que l'on peut traduire par judaïsme, judéité, judaïsme mondial, mais aussi par juiverie et juiverie mondiale, comme l'ont fait les traducteurs français de mon ouvrage paru au seuil à des guerres et l'antisémitisme, qui s'expliquent sur ce choix dans leur avant-propos. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est peut-être en réalité qu'une continuation de la première, cette topographie est mise dans un certain ordre, taxis, pour ne pas dire en ordre de bataille. D'un côté, les agents de ce qu'il est convenu d'appeler la machination, l'Amérique, l'Angleterre, le bolchevisme, autrement dit le communisme perçu comme ancré dans l'histoire de l'être, le judaïsme et aussi le christianisme. De l'autre côté, les lieux du commencement, la Grèce, l'Allemagne et la Russie. Au sein de cette topographie, on distingue les représentants d'une topographie narrative, Grèce, Allemagne, Russie, et ceux d'une topographie universelle, Rome, l'Amérique, l'Angleterre, le judaïsme. Ces deux topographies se font face inconciliables, car là où il y a une topographie universelle, il ne saurait y avoir de topographie narrative ou poétique. Où il y a une topologie mathématique technique, il n'y a pas une topologie poétique, il y a une contradiction absolue. L'ordre topographique est soumis à une double détermination. On peut y reconnaître d'une part les lignes de front de la guerre. Dans ses réflexions écrites en 1938 et 1941, Heidegger suit attentivement les événements de la guerre. Il s'intéresse aux données historiques. D'autre part, cette topographie peut être vue comme la mise en scène d'un drame, celui de l'histoire de l'être. En effet, les lignes de front sont intégrées à un récit dont le commencement et la fin constituent les deux dimensions principales. Le commencement, toujours lié au pré-socratique grec, est du côté de la poésie et la pensée allemande. La fin, quant à elle, est dévolue aux puissances de la machination Wissenschaft. Autrement dit, l'ordre topographique de l'histoire de l'être constitue une frontière, un front sur lequel se heurtent les lieux du commencement et les lieux de la fin. Ou, pour le dire encore autrement, l'ordonnancement topographique mis en place par la pensée de Heidegger sur la Seconde Guerre mondiale met en jeu la topographie elle-même, la possibilité d'une topographie qui part d'un autre commencement et ou d'une annihilation, d'une auto-annihilation, un début et une fin de lieu même, Ort, de la localisation ou de la localité même, Ortschaft. En effet, si je puis m'exprimer ainsi, le commencement est le lieu lui-même, tandis que la fin, au sens de trouver sa fin ou mettre fin, Verendung, est l'anéantissement du lieu, qui n'est rien d'autre qu'un universel transformant les lieux du monde en quelque chose que Marc Auger appelle les non-lieux.
Cependant, dès le début de cet exposé, dans lequel je présenterai d'abord la thèse selon laquelle chez Heidegger, il existe une ligne de front entre le lieu et l'universel, il me faut m'apporter une objection à moi-même. En effet, le concept d'universel tel que je l'utilise ici n'existe pas chez Heidegger. Par universel, j'entends un champ de signification valable de façon inconditionnelle. Prenons par exemple l'idée du bien chez Platon. Nous pouvons concevoir cette idée comme valable non seulement en Grèce ou en Allemagne, dans une topographie donnée, mais aussi dans toute topographie possible et même peut-être au-delà de toute topographie. Peu importe où et quand, l'homme établit une différence entre le bien et le mal. C'est à dessein que je m'exprime ici de façon vague. Or, Heidegger, comme nous le verrons, semble entendre autre chose par le terme d'universel. Une notion est universelle quand elle est comprise en tout lieu et en tout temps. L'universel vaut donc indépendamment de toute langue, de toute histoire donnée, indépendamment aussi des conditions sociales. Sont ainsi universelles des notions telles que la mathématique, la technique et donc également la science, et sans doute aussi la notion de capital. Et également universelle la nature, mais sont également universelles les notions de différence entre le bien et le mal, ou encore de liberté, même si leur signification peut faire l'objet d'interprétations différentes, ou encore celle d'amour. À ces notions universelles, on pourrait encore ajouter le corps, le sexe. Ma thèse est que parmi toutes ces notions universelles, Heidegger ne connaît que la mathématique et la science, autrement dit la technique. Et encore, au fond, il ne reconnaît pas leur caractère universel en tant que tel. Il le pense comme une destinée de l'être. Quoi qu'il en soit, il a inscrit sur la ligne de front entre commencement et fin celle qui oppose lieu et non-lieu, Heimat et absence de Heimat, de chez soi, de foyer ou de patrie. Ce qui fait figure de principe de destruction, c'est la machination qui, sous la forme du calcul, de la technique, voire du capital, rend impossible toute forme de localisation. On ne peut parler de front que là où règne la guerre. Cependant, même en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, il nous faut garder constamment à l'esprit cette double détermination entre une interprétation historique ou historiographique d'une part, onto-historique d'autre part. Au niveau historique d'abord, il s'agit dans le rapport qu'entretiennent commencement et fin des décisions d'une destruction et même d'une dévastation, Verwüstung, dont la domination ne peut plus être atteinte par les catastrophes de la guerre ni les guerres catastrophiques. Cependant, et ceci me semble important, celles-ci peuvent la prouver. La guerre, d'un point de vue ontohistorique, n'est plus le conflit militaire, mais la signe, Heidegger parle des signes de la machination, mais la signe d'une décision dans laquelle tout deviennent les esclaves de l'histoire de l'être, dans laquelle donc il n'est plus question ni de vainqueur ni de vaincu sur le plan militaire. La guerre constitue de ce fait la preuve des événements ontohistoriques suivants. Je cite, « C'est pourquoi, par la machination, tout impérialisme dans un mouvement commun, c'est-à-dire en s'élevant et en se rabaissant tour à tour, se doit conduire à un accomplissement suprême de la technique. Le dernier acte en sera que la Terre se plastique elle-même, que l'humanité actuelle disparaisse. Ce qui ne serait pas un malheur, mais la première purification de l'être, de sa plus profonde défiguration par la prédominance de l'étang. La guerre des empires est le signe du suprême accomplissement de la technique, c'est-à-dire d'une mise en place généralisée et, à mon sens, inévitable de l'universel, la technique, la science, le capital. Or, Heidegger met en scène ce processus sous la forme d'une guerre constituant une première purification de l'être, c'est-à-dire l'annihilation de l'humanité actuelle, cette terre qui se fait exploser elle-même ou qui se plastique elle-même devient la terre d'une décision ontohistorique où ne pourrait survenir ni la fin du premier commencement, que Heidegger distingue de toute évidence de la fin du tout commencement,
ni cet autre commencement, celui d'une autre histoire. L'histoire de l'être se manifeste donc comme une réduction apocalyptique, et c'est justement dans la fin, dans l'annihilation, que l'on verra s'il s'agit seulement d'une fin ou si un commencement est encore possible. Dans la première partie de cet exposé, je m'intéresserai à la question de l'universel dans la pensée de Heidegger. Dans une seconde partie, je montrerai dans quelle mesure, pour Heidegger, c'est précisément dans l'universel que lui-même, comme je l'ai dit, ne pense pas véritablement comme universel, au sens, par exemple, des universaux de la philosophie médiévale, que réside le potentiel d'annihilation onto-historique qui menace non seulement le commencement et le commençant, mais aussi, avec eux, sa propre pensée. Jamais Heidegger ne s'est autant rapproché du concept d'universalité qu'aux alentours de la publication d'Être et temps. De façon programmatique, il y est en effet question d'une ontologie universelle, d'une science absolue comme science transcendantale. Heidegger identifie plus ou moins ce qui est universel à ce qui est transcendantal. Le transcendantal dont il est question ici n'est évidemment pas celui de Kant ni celui de Husserl. La science transcendantale a bien plutôt pour mission de saisir la transcendance du Dasein. Dans Être et temps, déjà, Heidegger dessinait justement l'être comme le transcendens par excellence. La transcendance comme dépassement de l'essence de la cause avait déjà été pensée à partir de l'œuvre de Platon, dont les derniers cours des années 1920, peut-être sous l'influence du livre consacré à 1903 par Paul Nathorp à la théorie platonicienne des idées de Platon. Je cite ici Heidegger. « Ce que nous cherchons, c'est l'epekainates ousias ». Une formulation remarquable en ce que, de façon peut-être unique en son genre, elle montre que la philosophie s'est approchée d'une conception platonicienne de l'universel. Il faut même souligner qu'il se trouve ici dans un voisinage qui retiendra toute notre attention, celui d'un philosophe qui s'est opposé fortement à Heidegger en parlant d'un autrement qu'être ou au-delà de l'essence, et pour qui le platonisme ou le néoplatonisme ont toujours conservé une grande force d'attraction. Je parle bien sûr d'Emmanuel Levinas. Dans la sphère de la pensée heideggerienne, une ontologie universelle doit pouvoir transcender le domaine de l'antique. L'étant doit pouvoir être abandonné dans un déposement vers l'être. En ce sens, seul l'être peut être universel. C'est précisément cette idée que Heidegger, dans l'histoire de l'être, utilise dans toute autre façon. Dans une perspective topographique, l'être a été réservé aux Grecs et aux Allemands. Eux seuls peuvent faire l'expérience du commencement, pour les Grecs, et du retrait, Entzug de l'être, c'est-à-dire des deux lieux décisifs de l'être. Au contraire, c'est désormais l'étant, au sens d'une machination soumise au seul étant, qui acquiert une dimension universelle. On constate surtout cette mutation dans les remarques Cahiers noirs écrits pour leur plus grande part après la guerre. Désormais, est-ce un hasard? Heidegger commence à s'intéresser au concept universel, mais le résultat de cette réflexion vient plus ou moins confirmer l'interprétation déjà entamée ici. Il existe un universel déploiement contemporain de la rationalité, de la mathesis universalis, qui se renforce sous le terme de technique. Si ce processus devenait planétairement universel, il exclurait tout moyen d'échapper à son avancée. Il serait dans son ensemble sans cause ni perspective, lui permettant de devenir lui-même un point de départ d'une mutation vers autre chose. Ici, dit Heidegger, c'est le simple accomplissement de la fin, die bloße vollständige Verendung, et est la continuation permanente de cette fin. L'universel, compris comme ce champ de notions générales valables pour tout homme en tant qu'homme, est ici pensé comme faisant obstacle au commencement, comme l'impossibilité de tout commencement. Cependant, même cette conception de l'universel que Heidegger réserve à la seule technique, autrement dit à la machination, se voit mise en doute. En agissant, handelnder,
qui, je cite, c'est Heidegger, qui élargit son horizon et le rend même universel, ne fait que poser l'inévitable relativité de son horizon d'action comme absolu. La pensée radicalement finale de la finitude ne peut voir à son tour dans l'universalité qu'un élément relatif. Platon avait beau penser les idées dans l'universel, il reste un philosophe qui, sous la condition de sa propre finitude, s'est fait le témoin d'une théorie finie. Mais attention, Heidegger parle ici d'un agissant. Le sous-texte est évident. Il s'agit ici des alliés et surtout des Américains qui se pensent en porte-parole d'une justice entendue comme universelle alors qu'ils représentent une topographie universelle qui impose ses acceptions universelles de fait, c'est-à-dire dans la violence des vainqueurs. En conséquence, le concept universel est remplacé par celui d'international. Les sciences sont pour Heidegger, comme la technique, et en tant que technique, nécessairement internationale. Il n'existe pourtant pas de pensée internationale, mais seulement la pensée universelle prenant sa source dans un individu unique. Selon lui, cette pensée, pour pouvoir rester proche de l'origine, suppose nécessairement un habité comme il convient dans un foyer unique et dans un peuple unique. Et à nouveau, l'universel est ce qui vient de l'un unique de l'être même. Ce glissement du champ de la notion est intéressant, mais il n'est pas facile à interpréter. Faut-il y voir le retour sous une autre forme du programme d'ontologie universelle formulé par Heidegger? L'être, voire l'être même, n'est-il pas véritablement l'un unique, das eine einzige? Heidegger inscrirait alors sans nul doute l'universel avec un trait d'union, ainsi défini dans la topographie de l'histoire de l'être, dans la mesure où les Allemands deviendraient à présent les vrais représentants de cet universel. On lit aussi sous sa plume, aujourd'hui, l'unique patriotisme Heimattum qui convient à l'attachement au sol et l'enracinement qui seul garantit la croissance dans l'universel. J'ai déjà précisé à quel point, dès les années 1920, Heidegger considère l'être comme seule transcendance par excellence. Seul l'être pouvait apparaître comme universel au sens de l'histoire de l'être. Ainsi, dans l'opposition que Heidegger propose entre science et technique du côté de l'international et pensée, du côté de l'universel, on observe bel et bien un retour de la différence ontologique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle seule la philosophie pourrait être universelle parce qu'elle est seule à penser l'être dans sa transcendance, tandis que les autres sciences restent soumises à l'étant, c'est-à-dire à l'international. Et si, avec les Grecs, les Allemands sont les seuls capables d'approcher ce que signifie penser, alors il est cohérent de considérer ce peuple unique comme le seul à même de comprendre l'universel. Mais le déplacement opéré dans le champ de la notion entraîne aussi un déplacement au sein même de la notion d'universel. Heidegger définit l'universel avec un trait d'union, comme je dis, comme celui de l'un unique de l'être lui-même. Dès lors, bien qu'Héraclite et Parménide, mais aussi et surtout Platon, Aristote et plus encore Plotin, aient déjà pensé l'être comme un, où lui est du moins attribue la signification du hen, et peut-être précisément pour cela, toutes les caractéristiques narratives de l'être même, de l'histoire de l'être, s'en vont rejoindre l'universel, si bien que de sa fondation platonicienne, comme champ de signification indépendant du contexte, il ne reste rien, ou presque. Quand Heidegger se risque à noter que la poésie elle-même serait universelle, il sacrifie la conception platonicienne de l'universel à sa propre détermination ontohistorique dans le contexte d'une topographie narrative ou plutôt issue d'une topologie. Jean revient à l'idée de Heidegger selon laquelle la rationalité contemporaine, avec sa tendance à se déployer de manière planétairement universelle, aboutirait à un simple accomplissement de la fin. Cette possibilité, Heidegger l'avait laissée ouverte pendant la guerre, la soumettant à une réduction apocalyptique qui déciderait entre l'accomplissement de la fin et la venue de l'un unique de l'être même. La pensée de Heidegger tourne en quelque sorte autour de cette décision
et nous ne pourrons sans doute plus ignorer que ce faisant, il a erré de façon irrémédiable. La réduction apocalyptique évoquée par Heidegger mobilise les concepts de fin, de destruction, d'annihilation, d'auto-annihilation et de dévastation. J'aimerais proposer une distinction sommaire entre ces différents termes. Le premier, celui de Verendung, désigne une transition continue de l'histoire vers sa fin, c'est donc en quelque sorte un finir qui se prolonge. La destruction, Zerstörung, est l'altération violente d'un ordre. Après la destruction, quelque chose existe encore qui se différencie de l'ordre antérieur. L'annihilation, Vernichtung, consiste à faire passer violemment quelque chose à rien, au néant. La dévastation, Verwüstung, qui s'apparente à la fin, rend impossible le commencement, et on peut se demander si la dévastation n'empêche pas même l'avènement de la fin. Je m'appuierai surtout sur le concept d'annihilation, Vernichtung, ou d'auto-annihilation, selon les cas Selbstvernichtung, mais aussi sur celui de destruction, Zerstörung. Cependant, dans le cadre de la réduction apocalyptique, il faut d'abord comprendre à quel moment et pour quelles raisons Heidegger introduit ce concept. Nous verrons ensuite, de surcroît, de quelle façon ils sont mis en œuvre dans cette topographie narrative, là où celle-ci s'affronte à la topographie universelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Le récit de l'histoire de l'être opère, comme je l'ai dit, à partir des formes que sont le commencement et la fin. À la fin du premier commencement se décide l'avènement d'un autre commencement ou la perpétuation infinie de cette fin. Mais la fin du premier commencement est aussi pensée comme l'époque ontohistorique de la machination universelle, dont l'acception d'universel qui est la mienne, autrement dit, celle de la technique. Ainsi, la machination se présente comme un destin extrêmement efficient de l'être. Elle produit une immanence qui ne se distingue plus finalement d'aucune transcendance. Dans l'immanence de la machination, il n'y a plus de dehors qui permettrait de faire irruption dans cette immanence, d'y ouvrir l'accès à autre chose. L'idée de la venue d'un dernier Dieu a aussi pour fonction de représenter la possibilité d'une ouverture de l'immanence de la machination depuis un autre lieu. Quoi qu'il en soit, il existe également un autre scénario susceptible de décrire la rupture ou plutôt l'effondrement de l'immanence de la machination. Prolongement de la Première Guerre mondiale, la seconde, interprétée comme ontohistorique, apparaît comme une mobilisation totale Mobilmachung de Ernst Jünger, de tous les moyens techniques de la domination et de la violence. Jamais auparavant, dans la population civile surtout, l'anéantissement n'avait été aussi immense. Sans doute, Heidegger a-t-il pensé alors à l'ancien récit d'un brasier du monde où tout se consumerait. On pense au fragment 66 d'Héraclite, tout sera jugé et dévoré par le feu qui surviendra à une apocalypse de l'être. L'immanence de la machination peut donc se voir brisée de l'intérieur dans la mesure où celle-ci s'anéantit d'elle-même. Je cite Heidegger. Le plus haut degré de la technique est atteint lorsque, en tant que consommation, elle n'a plus rien à consommer qu'elle-même. Sous quelle forme s'effectue cette auto-annihilation? Nous sommes en droit de l'attendre en raison de ce qui, dans son essence, la pousse inexorablement et perpétuellement vers toujours plus de nouveau, c'est-à-dire toujours plus de consommation. L'auto-annihilation de la technique sous la forme d'une seconde guerre mondiale pensée comme ontohistorique doit donc aboutir à l'effondrement de la machination et avec lui à la décision quant à un éventuel autre commencement. La purification de l'être devrait libérer le monde de l'étant et donc de l'être humain existant afin de rendre possible le Dasein, avec un trait d'union. Ainsi, l'histoire débouche-t-elle sur une réduction apocalyptique seule capable de révéler comment se poursuivra l'histoire de l'être ou si elle se poursuivra. Cette pensée narrative, nous le verrons, est éminemment problématique et pourtant elle est d'une certaine façon éclairante.
car nous aussi, et peut-être surtout, sommes aujourd'hui concernés par la question de savoir s'il existe encore une issue alternative au monde technico-capitalistico-médiatique, ou si tout ce qui vise à en trouver une n'est que retour à cette même unité de la technique, du capital et des médias. Nous aussi, nous nous demandons si une forte secousse ne serait pas la seule solution pour faire apparaître une alternative à cette unité universelle de la technique, du capital et des médias. Mais nous posons cette question avec un autre vocabulaire, bien sûr. Le front opposant une topographie universelle et une topographie narrative est utilisé de telle sorte que la topographie narrative n'ait pas véritablement besoin de l'emporter, mais que la topographie universelle s'annihile elle-même. Le problème naît seulement quand Heidegger, comme je l'ai montré, assigne à ces deux topographies des protagonistes. Le monde de la poésie, de la philosophie est habité par les Grecs, les Allemands et les Russes. Le monde de la machination est celui des Américains, des Anglais, des bolcheviks, des nationaux socialistes et de la Judentum, où l'on peut aussi compter mutatis mutandis le christentum. Je m'intéresserai maintenant à ces derniers, c'est-à-dire aux représentants de l'universalité. Dans ces réflexions 14, Heidegger en vient à parler de l'Angleterre. Il se demande pourquoi nous avons reconnu si tardivement que l'Angleterre ne pouvait pas avoir de position occidentale. La raison en serait que l'Angleterre aurait commencé à aménager le monde contemporain, mais l'aurait orienté selon son essence vers le déchaînement de la machination sur la terre tout entière. Mais le projet poursuivi par quelques nazis, et surtout très tôt par Hitler, de s'unir avec l'Angleterre pour parvenir à une hégémonie commune, se voit rejeté. En effet, l'Angleterre, au sein de l'américanisme et du bolchevisme, ce qui signifie également du judaïsme mondial, mènerait à son terme un processus historique au terme duquel le rôle du judaïsme mondial pourrait être d'assumer comme tâche de façon absolument libre de toute attache au plan de l'histoire mondiale le déracinement de tout étant hors de l'être. Ainsi, le judaïsme mondial est-il introduit comme représentant de choix de la machination dans le récit de l'être. Or, l'expression Weltjudentum en elle-même fait déjà problème. Il n'est pas inhabituel que Heidegger souhaite que les mots qu'il emploie soient pris à la lettre. Ici, il serait seulement question de la juiverie du monde ou du judaïsme présent dans le monde. Toutefois, dans d'autres passages, Heidegger parle explicitement de l'absence de monde du judaïsme. Outre la difficulté qu'il y a à comprendre cette attribution, à moins d'en revenir à l'absence de monde de la nature inanimée, des pierres par exemple, toute possibilité disparaît de prendre au sens premier du terme le concept de Weltjudentum. Reste alors le seul contexte de notre récit dont le succès fut considérable au début du XXe siècle, le contexte de fameux protocole de Sage de Sion. Il s'agit d'une fiction réalisée selon toute vraisemblance dans l'entourage de la police secrète du Tsar, dans le contexte de l'affaire Dreyfus, et selon laquelle un judaïsme mondial agirait en secret avec une grande sagacité et en mettant à profit tous les moyens modernes, comme la presse internationale, pour s'assurer la maîtrise du monde. Selon moi, Heidegger n'a pas lu les protocoles. Il n'en avait d'ailleurs pas besoin, tant il était omniprésent dans le discours de Hitler dans la propagande du Troisième Reich. Le concept du judaïsme mondial ou de juiverie mondiale ne peut avoir d'autre origine que celle-ci. Pour le terme de Judentum, les protocoles de Weltjudentum, les protocoles des sages de Sion constituent une référence absolue, comme Wolfgang Benz dit, une référence absolue. À ce déchaînement de la machination sur la terre, si vous disiez Weltjudentum, vous disiez protocole du sage de Sion, des sages de Sion. À ce déchaînement de la machination sur la terre tout entière, la Weltjudentum ne pourrait contribuer qu'en ayant assumé comme tâche, de façon absolument libre de toute attache au plan de l'histoire mondiale, le déracinement de tout étant hors de l'être.
On reconnaît là un stéréotype antisémite qui méconnaît la réalité des années 1920 et 1930, celui du judaïsme comme judaïsme mondial, les Juifs ayant prétendument pour habitude de vivre sur un mode international. Certes, ce stéréotype s'appuie sur la réalité de la diaspora, c'est-à-dire de la dispersion des Juifs depuis la fuite d'Égypte. Mais en Allemagne, en Europe, les Juifs vivaient pour la plupart de la façon la plus sédentaire qui soit, établie depuis des générations en un même lieu. À leurs yeux, l'assimilation l'emportait largement sur le sionisme. Voilà donc, je le suppose, ce qui motive les notations insistantes à Heidegger sur l'action absolument libre de toute attache de la juiverie mondiale ou du judaïsme mondial. C'est à tout point de vue, mais aussi dans la pensée, et pour Heidegger surtout dans celle-ci, que la juiverie mondiale ou le judaïsme mondial serait délié de toute attache. C'est ce qui lui permettrait d'organiser le déchaînement de la machination sur la terre tout entière en déracinant tout en étant de son être, déracinement opéré par le biais de la machination. Quant à savoir de ces garanties à la machination, ce caractère déraciné, Heidegger l'a clairement exprimé ailleurs. C'est ainsi qu'il attribue aux Juifs un don prononcé pour le calcul. L'aptitude de compter ou à calculer renvoie à la matrice mathématique et technique de la topographie universelle. Mathématiques et techniques sont une forme universelle de saisie de l'étang, par exemple le fait de mesurer ou de payer. Tout ce qu'elles produisent est indépendant de leur enracinement. L'électricité suisse ne se différencie en rien de l'électricité italienne. Le nombre 10 a la même valeur que l'on soit au Japon ou au Canada. Si je renvoie maintenant à la distinction que j'ai opérée précédemment entre les finalités ontohistoriques des différents types de destruction, Verendung, Zerstörung, Vernichtung et Verwüstung, et on comprend que Heidegger attribue au judaïsme mondial ou la juiverie mondiale un rôle destructeur. L'un des plus importants passages antisémites des Cahiers noirs est sans doute celui-ci, je cite. La judéité, die Judenschaft, est à l'ère de l'Occident chrétien, c'est-à-dire de la métaphysique, le principe de destruction, l'élément destructeur dans le renversement de l'accomplissement de la métaphysique, c'est-à-dire de la métaphysique de Hegel par Marx. L'esprit et la culture deviennent les superstructures de la vie, c'est-à-dire de l'économie, c'est-à-dire de l'organisation, c'est-à-dire du biologique, c'est-à-dire du peuple. Les Juifs détruisent donc la structure métaphysique de l'Occident chrétien telle qu'elle s'accomplit dans la philosophie de Hegel. Marx, qui prétend avoir remis sur ses pieds la dialectique de Hegel, a donc ouvert la voie qui mènera directement à la machination, à présent celle du Troisième Reich. En effet, la séquence superstructure de la vie, c'est-à-dire de l'économie, c'est-à-dire de l'organisation, c'est-à-dire du biologique, c'est-à-dire du peuple, nous mène à l'essentiel. Marx, le juif destructeur, préfigure le national-socialisme. Hitler, dont l'antisémitisme est brutalement biologique, parle dans Mein Kampf du principe destructeur des Juifs. Ce qui renvoie à la formule tristement célèbre de Theodor Mommsen qualifiant les Juifs dans son Histoire humaine de ferment de décomposition. Et le Juif, pour Hitler, c'est aussi toujours le marxiste. Cette idée se manifeste à différents endroits des cahiers. Heidegger insiste par exemple sur le fait que les Juifs, par leur don particulièrement prononcé pour le calcul, sont ceux qui vivent déjà depuis le plus longtemps selon le principe racial, raison pour laquelle ils se défendent avec la plus grande véhémence contre son application illimitée. Remarque à mes yeux particulièrement infâme. Ici encore, les nationaux socialistes, avec leur loi de Nuremberg sur la race, deviennent les épigones de juifs persécutés. Cependant, ceci ne suffit pas à saisir ce qu'est la réduction apocalyptique. L'essence mathématico-technique du judaïsme que Marx a contribué à fonder disparaîtra elle aussi dans le tourbillon de l'auto-anéantissement de la machination. Les écrits de Heidegger sur l'annihilation sont polysémiques et par conséquent difficiles à interpréter.
L'annihilation n'est pas une auto-annihilation. C'est pourquoi, au sujet de la réduction apocalyptique de l'histoire de l'être, je différencierai annihilation et auto-annihilation. La question de l'annihilation est abordée par Heidegger dans son cours du semestre d'hiver 1933-1934, intitulé « De l'essence de la vérité », dans un texte exotérique donc. Il y interprète le célèbre fragment 53 d'Héraclite selon lequel le polémos est le père et le roi de toutes choses. Des uns, il fait des dieux, des autres, il fait des hommes, des uns, il fait des esclaves et des autres, des hommes libres. Cette formule est à cette époque fréquemment commentée par Heidegger. Le polémos est compris comme le fait de se dresser face à l'ennemi, défini comme celui, quel qu'il soit, qui représente une menace essentielle envers le peuple ainsi que ses individus. Cet ennemi n'a nul besoin d'être extérieur, autrement dit de se manifester sous les traits d'une nation ennemie. On peut même avoir l'impression qu'il n'y a pas d'ennemi. Auquel cas, l'exigence fondamentale est de trouver l'ennemi et de le porter au grand jour, voire de le créer. Ce sont les mots d'Heidegger, bien sûr. Que l'ennemi en question existe ou non importe finalement peu. Le Dasein a besoin d'un ennemi. Je voudrais rappeler ici que le texte d'Héraclite ne dit absolument rien de tel. L'ennemi de Heidegger peut s'être installé dans la racine la plus intérieure de l'existence d'un peuple et s'opposer à l'essence propre de celui-ci et agir contre elle. Face à cet ennemi de l'essence, d'autant plus acéré et dur et difficile est alors le combat, car souvent il est bien plus difficile et laborieux de repérer l'ennemi en tant que tel, de le conduire à se démasquer pour initier l'attaque dans une vision à long terme avec pour but l'annihilation totale. Les mots de Heidegger, bien sûr. À cet ennemi de l'essence, on oppose la perspective d'une annihilation totale ou l'anéantissement total. Le discours est brutal. Manifestement, Heidegger vise ici le nouveau tenant du pouvoir. Car la sémantique employée ici, ou plus exactement, était actuelle. Ne retrouve-t-on pas ici l'image du parasite infestant jusqu'à la racine la plus intérieure de l'existence d'un peuple? Est-il encore besoin d'identifier plus précisément cet ennemi? Ici, Heidegger se tait. Mais plus tard, il écrit « On ne pourra en finir définitivement avec le marxisme que lorsque nous serons préalablement confrontés à la théorie des idées et à son histoire bimillénaire. » Peut-être fallait-il donc voir dans cet ennemi de l'essence le marxisme. J'ai déjà rappelé que Marx, en tant que membre de la juiverie, contribue à installer le principe de destruction dans l'histoire de la métaphysique. Or, ici, près d'une décennie avant les Canienards, c'est précisément la liquidation du marxisme qui requiert une confrontation avec toute l'histoire de la métaphysique de Platon. Un mot sur ce concept de l'annihilation totale. Emmanuel Fey l'interprète comme l'annihilation physique. Olga Zaborowski, un autre interprète de Heidegger avec un certain avenir, a interprété ce concept comme combat spirituel. À mon avis, il est impossible d'interpréter le concept de l'annihilation totale en tant qu'une discussion philosophique ou même politique. Mais Heidegger se tait. Il ne parle pas d'une annihilation physique. Mais cette interprétation est presque inévitable. Il a risqué cette interprétation. Oui, j'ai une très très belle passage, très beau passage sur Lévinas, Heidegger, Gagarine et nous. Oui, c'est un excursus, mais après ça, je vais finir. Excusez-moi de prendre la parole, mais essayez d'aller au centre de ce que vous avez à dire, parce que les organisateurs me signalent que vous avez encore 5 minutes. Oui. Allez à l'essentiel. Ok. On l'a fait déjà une fois. Oui, ok.
Mais dans l'histoire des lettres, réduction apocalyptique s'accomplit là où n'existe plus aucun ennemi, mais où c'est l'histoire elle-même qui effectue la décision. C'est alors que l'annihilation devient auto-annihilation. Or, pour Heidegger, cette auto-annihilation peut toucher chaque chose, chacun. L'universel est total, il ne connaît pas d'exception. Il évoque ainsi l'auto-annihilation du communisme, c'est-à-dire du communisme conçu par lui comme inscrit dans l'histoire de l'être et selon lequel rien ne différencie bolchevisme et américanisme. Plus tard, après-guerre, il évoque l'auto-annihilation des Allemands. Avant la fin de la guerre, il parle encore de l'auto-annihilation de ce qui est juif. Je le cite. « Ce n'est que quand l'élément essentiellement juif, au sens métaphysique du terme, combat contre l'élément juif qu'est atteint le summum de l'auto-annihilation dans l'histoire. En supposant que l'élément juif sait partout si bien accaparer le pouvoir que même la lutte contre lui, et celle-ci en premier lieu conduit à tomber sous sa coupe. Das wesenhaft Jüdische, das Jüdische, c'est-à-dire l'élément juif, l'élément essentiellement juif, lorsqu'il emploie ces termes, Heidegger les met entre guillemets. Mais la deuxième parution de l'élément juif dans ce passage est écrit sans guillemets, de sorte qu'un élément juif avec guillemets combat contre un élément juif sans guillemets. Que faut-il entendre par là? La notation qui suit immédiatement nous l'indique sans ambiguïté. Sous l'action du principe juif de destruction, l'esprit et la culture deviennent la superstructure de la vie, c'est-à-dire de l'économie, de l'organisation, c'est-à-dire du biologique, c'est-à-dire du peuple. Cette détermination de l'esprit et de la culture par la production participe de la prédominance de l'étang et donc de la machination. L'auto-annihilation concerne donc ici l'élément juif, das Jüdische, c'est-à-dire la machination. Il faut souligner ici une oscillation du terme d'auto-annihilation. Certes, chez Heidegger, les mots soumis à oscillation abondent, mais ici, il convient d'être exact. Dans l'auto-annihilation, il n'y a pas lieu de toujours voir un anéantissement physique. Il s'agit bien plutôt d'un anéantissement de l'humanité qui consiste en la transformation du sujet contemporain en un dernier homme, s'acheminant vers la fin. D'autre part, il y a aussi l'auto-annihilation de l'adversaire. La politique, dans son essence, je cite, contemporain, n'a d'autre fonction que de faire entrer en jeu l'adversaire dans une situation telle que son auto-annihilation soit la seule issue. On a l'impression qu'ici, l'adversaire s'identifie à l'américanisme. On ne découvre que maintenant et bien tard et en nouvelle fois admis comme un antagonisme politique, l'américanisme. Cependant, l'oscillation du concept n'a pas nécessairement pour conséquence une indifférence du sens. Il convient bien plutôt de considérer chaque cas particulier, et notamment de prêter attention au moment où Heidegger parle de l'auto-annihilation de l'élément juif, ou de l'auto-annihilation des Allemands. Dans ce passage, le caractère de preuve de carrière noire ne saurait être ignoré. Comme auparavant dans les cours, il est important d'observer quand et comment Heidegger introduit des changements dans le récit de l'histoire de l'être. Je vais finir. La réduction apocalyptique apparaît comme l'auto-annihilation de la technique. Dans la topographie universelle se dégage une unité onto-historique entre américanisme, Angleterre, bolchevisme, communisme, national-socialisme et judaïsme ou judaïsme mondial. Tous ces protagonistes de l'histoire de l'être sont caractérisés par un don prononcé pour le calcul, un don que bien entendu Heidegger prête d'abord et surtout aux Juifs. Avant la fin de la guerre, cette fin que Heidegger tente d'interpréter comme inscrite dans l'histoire de l'être, cette auto-annihilation donc affecte les agents de la machination. Ce qui est ici en jeu, c'est l'autre commencement. La décision exige en effet que ce commencement advienne sans vainqueur ni vaincu. La différence entre vainqueur et vaincu relève immédiatement de la technique. Or, celle-ci doit s'anéantir elle-même
en emportant avec elle tous ses jasons. Or, la fin de guerre montre que les agents de l'universalisme se sont imposés. Désormais, la machination pousse les Allemands à l'autonalisation. Heidegger parle d'une machinerie de mort qui aurait changé le peuple allemand, la terre allemande, en un seul et unique camp de concentration. L'autodestruction de la machination n'ayant pas eu lieu, la seule conséquence possible est désormais l'auto-annihilation des Allemands. Mais une question demeure. Comment devons-nous comprendre cette auto-annihilation de l'élément juif ? Une question demeure à la lecture d'une telle formule en 1942. Ne sommes-nous pas forcés de penser à l'anéantissement physique des Juifs ? Une question demeure, comment accueillir l'interprétation narrative de cet anéantissement qui nous est proposé comme auto-annihilation de la machination par une décision entre fin et commencement ? Une question demeure et est justifiée dans ce qui nous est présenté comme auto-annihilation d'assimiler l'exterminateur qui s'extermine lui-même à l'exterminé. Une question demeure, l'exterminateur est-il lui-même un exterminé? Et cette autre question, l'exterminé est-il lui-même un exterminateur? Auschwitz comme auto-annihilation du judaïsme? Et les exterminés sont une nouvelle fois exterminés et les morts sont tués une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous pouvons prendre 10 minutes de discussion. Je voudrais quand même quelques considérations. Vos considérations de la fin sont quand même pas mal. Auschwitz, auto-annihilation des Juifs et du judaïsme, c'est quand même un summum, c'est une chose extraordinaire. Et l'inversion des exterminés en exterminateurs, c'est aussi quelque chose qui nous apprend quelque chose sur notre temps. Je voudrais dire la chose suivante. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, qui concourt évidemment avec vos livres. Je voudrais dire la chose suivante. La topographie de l'histoire de l'être, qui est une topographie purement hallucinatoire, dont on se demande, c'est une question que je pose, comment un philosophe, un grand philosophe du XXe siècle peut y croire. C'est comme si aujourd'hui, moi ou n'importe qui d'entre nous allait croire que les attentats qu'il y a eu la semaine dernière à Paris ont été produits par le gouvernement français, ou que le 11 septembre a été monté a été combiné par le gouvernement américain. Aujourd'hui, c'est des hallucinations. Je me demande comment cette topographie hallucinatoire qui fait du judaïsme, en plus le judaïsme allemand, il le connaissait bien, Heidegger quand même, il était entouré par lui. Comment cette hallucination, cette hallucination sordide peut rentrer et devenir, comme vous le dites, et je crois que vous avez raison, intégrée dans l'histoire de l'être. En vérité, dans cette formule que vous employez à plusieurs reprises et qui est le centre de votre démarche, est la condamnation la plus radicale de Heidegger. En disant ça, bien que par ailleurs vous essayiez d'arranger les choses, mais en disant cela, vous dites que dans son fond, c'est-à-dire dans l'histoire de l'être tel qu'il le conçoit, l'antisémitisme est inscrit. C'est la condamnation, je crois, la plus radicale que l'on puisse faire de Heidegger. Mais je voudrais ajouter encore un mot. Ce qu'on nous présente ici comme une démarche historiale, une onto-histoire, une conception enracinée dans l'histoire de l'être. Mais moi, je l'ai vu ailleurs. J'ai vu les mêmes conceptions ailleurs. Carl Schmitt, c'est les mêmes positions qu'il avait. C'est la même topographie qu'il avait. Exactement la même. Les Anglais, les Américains, c'est l'axe principal, travaillé de l'intérieur par les Juifs. Les Juifs, ennemis intérieurs, qui sont en train de pourrir, d'esquinter la nation allemande. Les Juifs, comme un peuple déraciné, sans monde. Et en vertu de cela, détruisant le monde entier. C'est des thèses de Carl Schmitt. Je les citerai dimanche prochain. C'est les mêmes. Et un certain nombre d'entre elles se trouvent dans Mein Kampf. Alors, voilà, c'est une configuration. Il ne faut pas, si vous voulez, que
dans l'atmosphère générale, tranquille et paisible, et c'est nécessaire d'une réflexion intellectuelle, on oublie ces données fondamentales. On oublie ces données fondamentales. Et la question principale pour moi, mais je m'arrêterai là, c'est comment une pensée philosophique, qu'est-ce qui en elle lui permet d'avoir ça comme possible, non seulement comme possible, mais comme réalité. Je me tais. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Oui. Je vais poser une question sur ce que tu n'as pas eu le temps de dire, c'est-à-dire la référence à Lévinas, en partant de cela, en faisant des... Bon, et M. Zarka vient d'y faire allusion, encore une fois, les Juifs sans monde. Mais est-ce que, moi, lisant Lévinas, lisant aussi Michel Henry et d'autres, je comprends ou j'entends que dans l'absence de monde, il y a encore de la signification et de l'humanité. Et est-ce que c'est pas de cela ou avec cela qu'il faut entendre, et la question de l'animalité, Monsieur Zarka, est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut essayer d'entendre le caractère, la confrontation entre la pensée de Heidegger comme pensée, laissons de côté l'homme Heidegger, 70 ans après, c'est pas très intéressant de savoir si ça a été une chemise brune ou non. En revanche, il faut essayer de confronter la pensée de Heidegger comme pensée à la question du judaïsme. Vous faites allusion à ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Moi, j'entends, dans ce qui nous est arrivé la semaine dernière, que s'en prendre à des journalistes, s'en prendre, etc., c'est s'en prendre à ce qui est enjuivé en nous. Enjuivé en nous. Et c'est sur le sens de cet enjuivement que je m'interroge. Est-ce que tu irais dans ce sens-là ? Je ne suis pas capable de parler sur une relation entre Heidegger et les attaques ici. C'est trop dur pour moi. Bon, non, mais l'absence... Allez-y. Mais à mon avis, l'absence du monde chez Heidegger, ce concept est relié avec ce que nomme l'universalité, oui. C'est la Weltlosigkeit, l'absence du monde et l'absence de l'histoire. Et dans ce sens, les Juifs apparaissent comme des représentatifs d'une topographie universelle. Et pour lui, c'est mal. Moi, j'entendais que pour lui, oui, pour lui, c'est mal. Oui, pour nous, ce n'est pas. Oui, bien sûr, pour nous, ce n'est pas. Mais ça, ce n'est pas une question. Un mot pour dire que le sans-monde, c'est l'animal aussi, chez Heidegger. Donc, oui, bien sûr. Donc ça ne distingue pas de l'animal. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Mais ce sont des pierres. C'est la nature inanimée, oui. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question qui va un peu dans un autre sens. En écoutant toute la journée et en me souvenant de mes propres travaux, je vois qu'on a vraiment besoin d'une édition critique. Parce que ce que vous avez dit sur la topographie, etc., on l'a déjà dans la Renaissance humaniste, chez Konradin Celtis, etc. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Et si on peut mettre en perspective Heidegger, non pas seulement dans son temps, mais dans l'histoire de l'Allemagne, on pourra déjà gagner beaucoup. Et aussi, à chaque fois, quand on voulait mettre quelque chose de Heidegger en avant, qui est positif, c'était plutôt une position sociologique, mais pas une position philosophique. Donc, il me manque encore maintenant ce qui est vraiment de philosophique chez Heidegger. Et je pense qu'il avait raison quand il a dit que sa pensée n'a rien de philosophique. Et donc, j'ai quand même une vraie question. Comment vous reliez ce que vous venez d'expliquer au départ sur la topographie à la fin avec l'annihilation? Est-ce que c'est seulement une annihilation des lieux, donc de la surface, mettons annihilation de Paris, on construit de nouveau, ou est-ce que c'est vraiment une explosion de la Terre en tant que telle? Donc, topographie, annihilation, est-ce qu'il y a un
un contexte, ou est-ce que c'est seulement vous avez abordé les 2 points en un exposé? Oui, je voudrais dire que la relation entre la topographie et l'anéantissement ou l'annihilation serait l'annihilation de lieux en tant que tel. C'est une topographie, un paysage sans histoire, sans différence. Et oui, peut-être un champ d'extermination, peut-être serait un modèle pour cette topographie. Mais ça, ce serait une pensée d'Agamben, peut-être. Oui, on peut relier ce discours avec cette discussion, peut-être, oui, ce serait possible. Bien, merci beaucoup.